Bonsoir Michel Drucker. Bonsoir Benjamin. Merci infiniment d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Bon, c'est ce que je disais en introduction en faisant le sommaire de cette émission, il n'y a même plus besoin de vous présenter. Animateur le plus connu des Français, à la longévité exceptionnelle. Vous publiez ce livre formidable aux éditions Albin Michel. Avec le temps, l'occasion de revenir sur votre carrière, vous rencontre une galerie de portraits de stars, Delon, Belmondo, Johnny, votre ami cher. Les politiques aussi que vous avez reçus sur votre canapé rouge. Jean-Pierre Raffarin, vous l'aviez reçu ou pas? Oh, je connais Jean-Pierre Raffarin depuis très Ouais, donc longtemps. voilà, vous l'aviez reçu. Et cette obsession, durer, être encore là 60 ans après, je voudrais qu'on voit cette couverture du livre avec le jeune Michel Drucker à gauche et celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dirait, le jeune Michel Drucker, au Michel Drucker d'aujourd'hui? Bravo, tu as réussi ton pari, cette obsession que tu avais d'être encore là au devant de la scène. Explique-moi comment tu as fait surtout. Comment tu as fait ce parcours qui n'est pas banal. Ben oui, je suis le premier surpris. Premier surpris. Mais c'est vrai que c'était obsessionnel dès le départ. Léon Zitrone, qui était un de mes maîtres, et j'étais un petit peu son assistant à mes débuts, quand je suis arrivé à la télévision, c'était le jour de son anniversaire. Il devait avoir entre 45 et 50 ans. Et la première question que je lui ai posée, est-ce qu'à votre âge, je serai encore là? C'est vrai, j'ai toujours aimé la durée. Je suis un marathonien. Et j'ai toujours pensé que on a réussi dans ce métier si on a duré. Alors j'ai essayé dans ce livre de m'expliquer moi comment j'ai duré, parce que on me pose souvent la question, vous êtes encore là, quand vous avez fait, etc. Est-ce que ça va mieux? Parce que j'ai eu des pépins de santé, Ouais. et les Français le savent. Et j'ai voulu essayer de m'expliquer avec une préface brillante de Nathan Dever. Mhm. J'ai voulu essayer, moi, de comprendre comment j'ai franchi toutes ces étapes qui n'étaient pas évidentes, et à travers 2 générations. Et, Trois presque. Et on va revenir, cher Michel Drucker, sur les recettes de cette incroyable longévité, du lien aussi que vous avez cultivé avec les Français. Juste avant, bon, je résiste pas, je sais qu'on vous l'a plusieurs fois montré, mais allez, peut-être pour les téléspectateurs de BFM TV qui ne la connaissent pas, vous montrer cette archive et qu'on regarde ensemble un de vos premiers passages télé. Nous sommes en 1965. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous en faites un récit absolument apocalyptique dans votre livre. On regarde et on voit ensuite si c'était vraiment si apocalyptique que cela. Regardez. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Bien, Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations déjà représentées à Stuttgart. On vous dans entend, l'édition Michel Drucker. masculine, se trouvent à Et nouveau en on vous dit présence de sans deux trembler, Allemandes, la parce Pologne, que lors de l'Union votre soviétique, premier passage, c'est ce que vous racontez dans le livre, Hongrie. vous dites on a appelé au standard en demandant est-ce qu'on peut parler au petit, celui qui tremblait de tout son Ouais, corps ouais, là. ouais. C'était vraiment si terrible ce premier passage Ouais. à la télé? À l'époque, Sport Dimanche, c'est passé entre 20h20, le journal durait 20 minutes, de 20h à 20h20, de 20h20 à 20h45, qui était le top de l'audience, Ouais. évidemment. C'était Sport Dimanche. Et j'ai débuté là entre Roger Coudert et Léon Zitrone. Mhm. Et on m'avait dit, sois toujours prêt. Zitrone m'avait dit, ayez toujours une cravate, un blazer, une chemise. Même si vous êtes en short, en dessous, c'est pas grave, vous serez cadré comme ça. Mais on m'avait pas dit que... Tiens, Benjamin, donnez-moi quelques vos feuilles. Là. Allez-y, Voilà. hop. Voilà. Quand on démarre à la télévision et qu'on doit s'adresser aux Français, il n'y avait pas de prompteur. J'ai jamais utilisé le prompteur. Jamais de prompteur, jamais d'oreillette. Jamais. Jamais pu. Et alors donc, on m'a pas dit qu'il fallait surtout, c'est vrai comme ça, et les faire glisser. Oui. Et moi, bêtement, j'ai fait ça. Ah, comme ça, et donc ça tremblait. Et là, j'ai eu un Parkinson précoce, Mhm. mais ça a duré 8 minutes. C'est énorme, 8 minutes, c'est considérable. Et le lendemain, j'habitais place de Clichy, mon voisin, le hasard, c'était Zitrone, Mhm. heureux hasard, et je prenais l'autobus, encore à plateforme, et quand je suis monté dans l'autobus à 7h du matin, le 80 qui me déposait rue Cognac-G, les gens, le matin, dans les transports en commun, ils sont à peine réveillés. Mhm. Et ceux-là, ils avaient leur journal. Et quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit « ça va mieux depuis hier soir ». Et on m'a dit ça pendant des mois et des mois et des mois. Comme j'étais jeune reporter sportif, j'allais à Nice, j'allais à Montpellier, j'allais à Bordeaux, j'allais à Rennes. Ça va, et autre jour, ça. En fait, j'ai appris mon job devant les
les téléspectateurs, ce qui serait impossible maintenant. Ouais. Vous avez toujours, et vous le racontez bien dans ce livre, ce rapport assez singulier au stress, à l'angoisse. Oui. Est-ce que aujourd'hui, avant d'enregistrer un numéro de Vivement Dimanche, vous avez toujours Toujours. la même angoisse que, La même. que le Michel Drucker de 1965? Mais même dans avant de Sport venir Dimanche ici. Et là, avant de venir sur ce plateau? Ouais, là, dans la salle d'attente, c'est comme si tu étais chez le médecin. J'avais rendez-vous J'espère que c'est moins douloureux quand même. Non, mais j'ai toujours eu ça depuis le début, mais bon, je suis d'origine slave, donc c'est pas. Mes parents n'étaient pas des gens calmes. Mon frère Jean, qui n'est plus là, est mort d'une crise d'asthme, qui est une maladie psychosomatique. On n'est pas des calmes dans la famille. Le miracle, c'est que ça ne se voit pas. Le stress ne se voit pas. Mais j'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais c'est Charles Aznavour, qui était mon voisin en Provence, me disait, contrairement à ce que disent ceux qui n'ont pas le trac, on a tous le trac. Johnny était blême avant d'entrer sur scène. Je ne vais pas revenir sur Jacques Brel qui vomissait avant d'entrer en scène. Mais Aznavour me disait, soyez toujours aussi inquiets quand ça marche que quand ça ne marche pas. Donc, dormez que d'un œil. Et ce stress, ce doute, cette inquiétude, m'ont jamais quitté, jamais. Et voilà parmi les recettes du succès. Et l'une des recettes de la longévité, je ne peux pas là encore m'empêcher de partager cette anecdote que vous racontez dans ce livre. Il y a bien sûr le talent, il y a ce lien que vous avez créé avec les téléspectateurs. Et puis il y a parfois des conseils qu'on vous a donnés sur le fait de savoir tout sur les médias, ce qu'on appelle aujourd'hui le PAF, le showbiz, rendre des services aussi. Et on découvre dans ce livre que vous aviez, au début de votre carrière, prêté votre studio, Oui. place de Clichy, donc, où Léon Zitrone était votre voisin, pour, disons, des petites escapades. Le 5 à 7. Voilà, ce qu'on appelle le 5 à 7, jusqu'à votre patron. Oui. Bien Ça, c'est quand même incroyable, ça. Ne me demandez pas les noms. Non, bah, citez personne, évidemment. Paix à leur âme, ils sont plus. Bon, ça va alors. Mais c'était la conférence du matin se terminait vers 11h. Le grand patron était là. Et un jour, il apprend. Mes copains savaient que j'étais célibataire. Ils me demandaient de temps en temps s'ils pouvaient. Et pourquoi pas. Et à la fin de la conférence, le grand patron me convoque en disant, Drucker, je veux vous voir après la conf. Donc là, vous flippez un peu. Alors j'ai dit, oh là là. Ouais. Tous me disent, mais qu'est-ce qu'il veut lui dire? Moi, le gamin, j'avais 23 ans. Il me dit, bon, j'ai su que vous aviez... Pour moi, ça sera le vendredi. Oui, monsieur le directeur. Ça crée des liens, évidemment. Mais cela dit, puisque vous parlez des politiques, qu'il fallait savoir tout sur tout. Il y a une dame qui était très engagée politiquement et qui avait des relations très importantes, qui était ma première productrice, qui était Michel Arnaud, qui était une chanteuse, un télo, avant la génération, c'est plutôt la génération Colette Renard, avant la génération les plus récentes, hein, c'est-à-dire Barbara. Et elle m'avait dit, soyez tout sur tout, et elle me dit, quand elle m'a engagé, vous savez, vous faites un métier où tout le monde dit du mal de tout le monde, et il y a des ragots qui circulent partout dans ce métier. Si on vous dit un jour que j'étais la maîtresse de Mitterrand, c'est vrai. Et elle m'apprend qu'elle est la maîtresse de Mitterrand. Donc j'ai connu Mitterrand par elle très longtemps auparavant. Et elle était voisine de Pompidou dans la grande banlieue. Et donc, voilà. Et c'est elle qui, je lui dois beaucoup. Elle était chanteuse au Miller-Larsouille, qui était un cabaret rive droite tenu par son mari. Et son pianiste, c'était un certain Ginsburg. C'était le peintre qui devenait compositeur, qui était Serge Gainsbourg. Elle m'a présenté tout le métier. J'ai découvert Paul Naref qui faisait la manche sur les marches du Sacré-Cœur. J'ai connu beaucoup de choses et j'ai rencontré les politiques. Et on parlera des politiques dans un instant. Juste avant, je fais une parenthèse sur, là encore, ce que vous racontez dans votre livre, sur votre mode de vie. Toujours ces recettes du succès, une forme d'ascétisme. Vous êtes hypocondriaque, on peut le dire. Vous voulez toujours habiter pas très loin d'une clinique. Et j'habite tout près de... Et vous habitez tout près d'une clinique. Quand on voit les problèmes liés à la consommation d'alcool excessif, de drogue également dans le show business. Au début de cette émission, Michel Drucker, on parlait de ce qu'on a appris sur Stéphane Plaza, qui est en ce moment en garde à vue, qui est soupçonné d'être impliqué dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, d'avoir éventuellement consommé de la cocaïne. Quand vous voyez ça, il était l'animateur préféré des Français, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, c'est juste que c'est pas le même tempérament ou c'est pas la même époque? Je crois que la drogue a circulé toujours. Bon, c'est pas la même époque, mais Jean-Luc Delarue en est mort. Bon. Et c'est vrai que dans le milieu du showbiz, c'est là où ça circule un peu plus. Maintenant, c'est partout. Vous avez vu, vous qui traitez de l'actualité tous les jours, Benjamin, que maintenant, c'est
les points de drogue, il y en a dans toutes les villes, dans la province profonde. C'est la violence aussi qui est très nouvelle. Maintenant, c'est les films de Kubrick. Hein. C'est d'une violence incroyable. C'est ça qui me frappe surtout. C'est la violence. Les gosses de 15 ans de notre époque ne sont pas les gosses de 15 ans maintenant, parce que les gosses de 15 ans maintenant, on les retrouve dans les rues de Rennes avec des kalachnikovs et qui tirent à vue. Donc, c'est une époque... Alors, c'est vrai, moi, Plaza, que je connais bien, il a beaucoup de talent. Je pense à lui, parce que c'est dommage, c'est un grand talent. Alors, le problème, moi, la drogue, je suis pas passé par la drogue. Moi. Ma drogue, ça a été la télé. C'est une autre addiction. Mais est-ce qu'on se sort de la drogue? Est-ce qu'on s'en sort? Et effectivement, il y a cette question de l'addiction. Stéphane Plaza qui a aussi été condamné en première instance dans le cadre d'une affaire pour violence conjugale. Vous parliez tout à l'heure, Michel Drucker, de toutes ces personnes que vous avez pu rencontrer, interviewer. Si vous deviez, sur 60 ans de carrière, vous souvenir d'un moment, d'une interview, de ce qu'on appelle un moment de télévision, ce serait quoi? Évidemment, Serge Gainsbourg et Whitney Houston, on m'en parle encore tous les jours. Non, mais le grand moment de télévision, pour moi, comme téléspectateur ou me concernant? Ah non, vous concernant. Ma première Coupe du Monde, au Stade Aztèque, entre le Brésil de Pelé, que j'ai connu plus tard, qui est devenu un copain, et l'Italie. Stade Aztèque, première Coupe du Monde depuis le continent latino-américain. J'en ai fait 5 Coupes du Monde, mais celle-là, elle était très importante. Là, parce que j'ai su ce que c'était, que c'est le sport le plus populaire du monde. Hein. Et la passion du sport qui est bien évidemment la vôtre. Ce soir, il y a un grand match. Hein. Il y a l'Inter qui joue. Absolument. Et demain soir, un match pas mal aussi. Le Barça, et puis demain, l'Arsenal, Paris Saint-Germain. Vous revenez aussi dans ce livre, Michel Drucker, sur le reproche qui vous a souvent été fait. Michel Drucker, quand il reçoit des invités sur le canapé rouge, il est complaisant, il dit que tout le monde est magnifique, il dit que tout le monde est formidable. Est-ce que ça vous a touché? Pas vraiment, mais il faut expliquer pourquoi. C'est que quand j'ai débuté, moi, il y a plus de 61 ans, puisque je vais attaquer ma 62e année en septembre, qui a débuté avec moi? Pratiquement. Johnny, Sylvie, plus tard est arrivé Sardou, et puis Dassin, et puis Claude François. Et en fait, c'était vos copains. On a débuté ensemble. Donc, je me vois pas recevoir Julien Clerc en disant « Dis donc, tu t'es pas foulé » ou dire à Claude Lelouch, qui est mon copain de toujours, « Dis donc, ton fils est une daube ». Je peux pas, c'est impossible. Mais quand vous avez reçu des politiques sur ce fameux canapé rouge, Bernadette Chirac, Olivier Besancenot, candidat à l'élection présidentielle, à qui d'ailleurs on a reproché d'être venu dans une émission comme Vivement Dimanche, avec les politiques, vous ne vouliez pas ou vous ne pouviez pas être un intervieweur qui placerait des politiques devant leurs contradictions ou autres? Est-ce que vous prépariez différemment? Non, parce que je voulais pas parler politique avec eux. Mon émission aurait pu s'appeler Qu'avait bouffé de beau 20 ans, pour reprendre un titre d'une belle émission de Christine O'Crête et de Serge Julie à l'époque. Donc, moi, je voulais savoir ce qui les fait rire. Je voulais connaître leurs femmes, je voulais connaître leurs enfants, je voulais savoir les souvenirs de l'adolescence, ce qu'ils font, comment ils vivent. Et finalement, j'ai appris à les connaître, et j'ai appris à connaître également leur famille, au point même de faire une émission qui va avoir lieu au mois avant l'été, qui va s'appeler Famille, je vous aime, parce que j'ai un rapport très très fort avec les familles des artistes. Et les politiques aussi. Alors les politiques, je les ai bien connus. La première qui m'a... D'abord, le premier, c'est Cohn-Bendit, le premier qui a accepté de venir, parce qu'on avait fait mai 68 ensemble, en défilé, libéré l'ORTF. Et puis, ensuite, c'est Martine Aubry qui a accepté. C'était en 99, c'était la semaine des fameux 35 heures, où j'ai dit elle va annuler 3 jours et 3 nuits à l'Assemblée. Elle n'a pas annulé. Elle a fait l'émission et 3 jours après, on avait la couverture du supplément du Nouvel Observateur et on me regardait différemment. Et vous racontez notamment l'importance pour votre maman d'avoir cette couverture médiatique des journaux qu'elle lisait. L'Obs. Le Monde, l'Obs et Télérama. Sur les politiques, pourtant, jamais de Le Pen, ni Jean-Marie, ni Marine. Est-ce que Jordan Bardella, vous pourriez le recevoir aujourd'hui? J'ai arrêté les politiques, de toute façon. Donc ça règle le problème. Complètement, j'ai arrêté les politiques. Mais quand j'ai arrêté les politiques, c'était du moment le moment où j'allais me poser la question, comme j'avais pris Besancenot, j'avais pris tous les gens d'extrême gauche, puisque c'était Michel Cotta et Christopher Baldelli, mes patrons à l'époque, qui m'avaient dit d'accord, ma condition qu'il y ait des grands équilibres. Donc j'avais pris également les gens d'extrême gauche, j'avais pris Arlette Laguillet, et ça a changé mon image. Ça a changé mon image. Encore qu'au début, on a dit, mais qu'est-ce qu'il vient manger dans notre gamelle? Et puis, les gens, quand ils ont vu l'émission, après, tout le monde est venu. Mais je les ai tous reçus,
Et j'ai gardé un bon contact avec eux. Et je connais bien le monde politique. J'ai connu parce que par Michel Arnaud, je l'ai connu par mon frère Jean, qui n'est plus là et qui avait fait l'ENA et qui connaissait bien le monde politique, mieux que moi. Mais il me fascine assez, les politiques. Fascination des politiques, avec parfois aussi une fascination des gens de votre métier, Michel Drucker, quant à la possibilité de passer de l'autre côté. On a beaucoup parlé, même sur ce plateau, notamment la semaine dernière, de la tentation, de l'hypothèse que pouvait avoir l'animateur Cyril Hanouna quant à la possibilité d'être candidat en 2027. Alors lui a démenti en disant que c'était oui, j'ai jamais une blague. cru. Ah, vous non, vous y avez jamais cru Non. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'intéresse à la politique. Il a reçu tout le monde. Mais ça, quand on est animateur, quand vous, par exemple, on a ce lien intime avec les Français qui vous reconnaissent dans la rue, cette popularité, jamais on se dit, je pourrais transformer cette popularité, me présenter à une élection. Non, vous n'auriez pas fait un bon candidat à l'élection présidentielle? Non. J'aurais pas fait ça, comme je serais jamais patron, ni d'une chaîne, ni d'une radio. On me l'a souvent proposé, parce que c'est pas notre job. C'est pas notre job. Mais cela dit, la politique, c'est un métier terrible. Je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils dorment. Je le dis dans le livre. Et les dommages collatéraux. Être enfant, vous savez, être les enfants de Dominique Strauss-Kahn, les enfants de Sarko, les enfants de Hollande. Je me souviens dans un train, je le dis dans le livre, c'était en pleine affaire Strauss-Kahn. Tous les magazines People fait la une avec Dominique Strauss-Kahn. Et bonjour Maxime. Voilà, Maxime Switek arrive en toute discrétion. Et je voyais les enfants qui étaient devant moi, et tout le wagon lisait, c'était dans tous les magazines People, l'affaire Strauss-Kahn. Vous imaginez ce que c'est? D'ailleurs, moi, les politiques, un jour, je déjeunais avec Ségolène Royal, avec qui j'ai fait une émission, et je lui ai dit, dites-moi, pourquoi vous faites ça? Vous avez tout à perdre. Vos électeurs qui sont infidèles, vous allez à perdre votre famille, vos copains, peut-être vos parents, peut-être votre mari, et un jour la santé. Elle me dit, c'est exactement ça. J'ai dit, alors pourquoi? Elle me dit, parce que c'est une addiction. Addiction, passion. Il nous reste quelques secondes, Michel Drucker. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Vous parliez de votre retour en prime sur oui, j'ai France fait une 2. émission. Vous allez reprendre aussi votre one-man show? Oui. Donc remonter sur scène? Oui, bien sûr. Là, j'ai des projets. C'est formidable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? D'être encore là dans 10 ans. Eh bien, écoutez, et je vous recevrai, et je suis sûr qu'on fera une très bonne interview. Ça m'a fait très plaisir de vous recevoir, Michel Drucker. Et moi, je voulais vous dire que j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour la dynastie Duhamel. Oh là! Parce que je connais évidemment votre oncle, je connais Patrice qui était mon patron, votre maman, etc. Et voilà, et je trouve que vous vous débrouillez plus que bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Michel Drucker, d'être venu nous voir.